Voilà, mesdames et messieurs, 21h06 dans le studio. Beaucoup d'auditeurs connectés ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte de France. Je demande à la cabine technique de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec mon invité. Je vais déjà solliciter la cabine technique. Monsieur Lansana Bangoua, est-ce que vous avez l'honorable Sylvia Touré avec vous? Oui, je suis à l'écoute. Monsieur le Président Sylvia Touré. Oui, bonsoir. Parfait, j'ai l'impression que la réception n'est pas bonne. Je demande en tout cas à toute l'équipe technique de tout mettre en œuvre pour bien écouter pour écouter ce soir l'honorable Sylvia Touré qui fait l'honneur de répondre à l'invitation de la radio de la diaspora. 21h07 dans le studio. Mesdames et messieurs, vous êtes sur les ondes de la Basse-Côte de France. Merci en tout cas de nous rejoindre massivement sur les ondes de la première des radios de la diaspora. La Basse-Côte de France, votre radio de contradiction, en ce vendredi 21 décembre 2018 dans notre émission Projection sur la Guinée qui vous parvient, vous le savez, tous les vendredis dès 21h sous la coordination éclairée de Madi Camara accompagné par ses différents consultants, Alma Monsieur Koussouma, Lansana Bangoua et le doyen John Sissi. Vous nous suivez ce soir, chers auditeurs, en Afrique, notamment en Angola, au Sénégal, au Libéria, en Côte d'Ivoire et au Maroc, en Guinée, dans la capitale et à l'intérieur du pays, sans oublier ces nombreux auditeurs de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, avec pour mention spéciale aux auditeurs de l'Australie pour vos différents messages et suggestions qui me sont parvenus pour l'implantation de la radio de la diaspora en Guinée. Mesdames et messieurs, la pensée politique du jour nous vient d'Albert Einstein. La folie, dit-il, est de refaire la même chose et d'attendre des résultats différents. Ne pas faire la même chose, c'est ce qui a conduit mon invité du jour, l'honorable Sylvia Touré, à démissionner de son poste de haut représentant du chef de l'État pour se consacrer exclusivement à son parti du FR. Avec l'invité du jour que vous avez bien voulu solliciter, chers auditeurs, nous allons aborder successivement les objectifs à court et à long terme de son parti, le projet de société pour 2020, le bilan de son passage à la primature, les réformes engagées, ainsi que les résultats obtenus d'une part, et de l'autre, l'empreinte qu'il a laissée en tant que haut représentant du chef de l'État. Et enfin, nous analyserons avec lui les différentes crises qui secouent notre pays et les solutions pour une sortie de crise. Sans plus tarder, en tout cas avec toute l'équipe technique, je demande d'établir cette liaison. Monsieur Touré, est-ce que vous m'entendez? Je vous dis bonsoir. Bonsoir, je vous entends, oui, merci. Parfait, monsieur Touré. Merci en tout cas de répondre, je dirais, pour la énième fois à la diaspora guinéenne par le biais de sa plateforme de contradiction, la radio Basse-Côte de France, la radio qui rassemble la diaspora autour de ce que nous partageons en commun, notre pays, la Guinée. Monsieur Touré, la date du 22 décembre marque le 10e anniversaire de la disparition du général Lansana Conté. L'homme sans doute qui vous a fait connaître par bon nombre de nos compatriotes en vous confiant le poste du Premier ministre, chef de gouvernement. Que vous inspire cette date et que représente pour vous le général Lansana Conté? Quelle image, quel souvenir avez-vous de lui? Quelle anecdote pouvez-vous raconter ce soir à nos auditeurs? Écoutez, je crois que nous sommes le 22 décembre, je crois, demain. Et je dois avouer que cela me fait un pincement au cœur. J'ai connu le général Lansana Conté dès après pratiquement son coup d'État parce que je suis arrivé à Conakry au mois de mai 84 et ça faisait 22 ans que je n'étais pas revenu en Guinée et il m'a reçu quelques jours après, aux environs du 11 mai 1984. Nous avons gardé des contacts comme cela et puis après je suis allé au gouvernement en Côte d'Ivoire, je n'ai pas eu le temps de revenir ici et c'est en 1996 qu'il m'a fait appel quand il y a eu la mutinerie, certes à cause de l'expérience que j'avais acquise auprès du président Ouattara en Côte d'Ivoire et il m'a confié la primature donc en 1996. Je garde le souvenir de quelqu'un qui était en réalité un homme d'État. Il n'avait peut-être pas fait des études supérieures mais c'était un militaire de carrière. Quelqu'un qui s'était battu en Guinée-Bissau et qui connaissait la stratégie, qui savait quand est-ce qu'il fallait avancer et quand est-ce qu'il fallait reculer, et qui avait surtout un sens très élevé de la Guinée. Nous avons fait le gouvernement en
1996, m'a laissé vraiment énormément de liberté. Sur les 24 ministres qu'on avait, une bonne dizaine avaient été nommés par moi-même. Et certains d'entre eux, il les a découverts que la veille du Conseil, quand je suis venu les présenter. J'ai le souvenir de quelqu'un qui s'est battu pour transformer ce pays, pour sortir d'une économie communiste et aller dans un système libéral à l'époque, en changeant de monnaie, en recréant les banques, en restructurant l'administration, les sociétés d'État. C'était un travail colossal auquel il était arrivé. Ensuite, tout ce que nous avons comme institution aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, toutes ces choses-là, la Commission électorale indépendante, c'est Lansana Conté qui les a instituées. La libéralisation des zones, c'est avec lui qu'on l'a négocié en 2005 pour pouvoir permettre aujourd'hui aux radios de proliférer ici. Donc je crois qu'il n'a pas, on ne ressort pas très clairement ce qu'il a fait pour ce pays. Il mériterait d'être mieux connu. Et je crois que certains devraient s'attacher à faire ce travail-là. Ce soir, est-ce que vous avez quelques anecdotes que sans doute les auditeurs n'ont pas entendues, que vous avez eu à faire avec le général Lansana Conté? Quelques anecdotes qui vous viennent en tête? On a beaucoup de choses, certaines sont plus intéressantes que d'autres. Hein. Il était quelqu'un qui avait un esprit très simple sur des questions que nous considérions peut-être des fois comme la modernité ou des choses de ce genre. Donc, oui, on a eu des choses de ce genre où réellement il ne pensait pas, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que certaines choses devaient se faire différemment. Cas précis, j'espère au cours de l'émission, ça me reviendra. Parfait, M. Touré. Merci pour cette réponse. 21h13 dans le studio. Beaucoup d'auditeurs ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte de France. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, vous avez encore la possibilité de gagner un billet d'avion Paris-Conakry en répondant à ces questions. En quelle année M. Sidya Touré a été nommé Premier ministre? Quel score a-t-il obtenu lors des élections présidentielles de 2010 et 2015? Quelle est la date de la première intervention de M. Sidya Touré sur les ondes de votre radio de la diaspora? Ce soir alors, chers auditeurs, vous avez trois questions pour gagner un billet d'avion. Le nom du gagnant des 100 € pendant un an, c'est M. Amara Diané, Guinéen résident à Montréal, qui a répondu aux 4 questions de l'émission. Alors, je rappelle que tous les mois, à compter du mois de janvier, M. Diané recevra via un virement du doyen John Sissier de la radio Basse-Côte de France 100 €. Alors, nous allons pouvoir avancer dans cette émission. Si vous voulez gagner un billet d'avion, essayez de répondre à ces 3 questions, 21h14 dans le studio. Monsieur Touré, vous avez démissionné de votre poste de haut représentant du chef de l'État en évoquant des raisons profondes qui ont motivé cette décision. Cette décision, il faut le rappeler, qui a fait couler dans la cité beaucoup d'encre de salive. Je ne souhaite personnellement pas vous interroger là-dessus car vous l'avez longuement commenté à mon sens. Mais je souhaite plutôt solliciter votre analyse, vos commentaires d'économie sur l'état des lieux de la gouvernance actuelle, sur la gouvernance économique de notre pays. Écoutez, je fais un retour en arrière parce qu'il m'est revenu une histoire qui se rapporte au courage du général Conté. Un jour qu'il était détendu, je lui ai posé la question de savoir, quand il y a eu la tentative de coup d'État du 2 février, pourquoi, alors que le palais était en feu la nuit, j'étais à Conakry comme par hasard ce jour-là, donc j'ai vu le palais en feu, il n'est pas sorti et il est resté sous les flammes. Il m'a dit, on sent que toi tu n'es pas militaire. Il dit, quand tu n'as pas tué quelqu'un, tu ne sais pas ce que c'est. Il dit, pour te tirer dessus, il ne faut pas que les gens te regardent dans les yeux. Il dit, si je sortais la nuit, il dit, je me serais fait descendre. Je suis resté là jusqu'au matin, parce qu'en sortant le matin, on revoyait le chef militaire que j'étais, et ce n'est pas facile pour un autre militaire de soulever une arme pour l'abattre comme ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est ressorti le matin tranquillement, comme si de rien n'était, alors que la nuit, nous le donnions complètement pour mort. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il m'a expliqué et que j'ai retenu. C'était un homme extrêmement courageux. Maintenant, revenons à nos moutons en ce qui concerne
la situation de l'état de la Guinée aujourd'hui. Écoutez, notre pays a d'énormes problèmes de développement, d'énormes problèmes, tant dans ses hôpitaux, dans son système éducatif, dans la fourniture d'électricité, dans les logements sociaux, dans les infrastructures routières, les ponts, les routes, et j'en passe. Je ne parle pas du domaine agricole qui concerne pratiquement, le domaine rural qui concerne 75% de nos populations, dans lequel on n'a pas fait grand-chose. Donc, mon intention en arrivant auprès du président Alpha Condé, et j'essaie de bien expliquer, sans salaire, sans budget, sans rien, je voulais garder mon indépendance, c'était de l'amener à régler ce paradigme qui consiste chaque fois à considérer la Guinée simplement comme un pays minier et à investir l'essentiel de ces ressources-là dans le secteur rural pour permettre d'atteindre 60-80% de nos compatriotes. Et c'est comme cela, en élevant le niveau de vie de ces gens-là, que nous pouvons dire que notre pays avance ou n'avance pas. Voilà les principes posés. Je me suis vraiment échiné à cela. Je dois dire qu'on n'a pas eu de résultats probants parce qu'il y a un autre problème en Guinée, c'est que l'administration ne fonctionne pas. La gouvernance guinéenne aujourd'hui est extrêmement médiocre, ce qui fait que les projets ne peuvent pas aboutir ou une fois qu'on en a fini les études avec d'autres bureaux d'études et autres, on n'arrive pas à les mettre en application parce que le système n'est pas fonctionnel. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je suis parti de là et voilà aussi les raisons pour lesquelles notre pays est actuellement vraiment à rate. Hein. Ça c'est mon opinion là-dessus. On pourra en discuter au fur et à mesure. Bien, merci pour ces réponses. 21h18 dans le studio. Beaucoup d'auditeurs connectés ce soir sous les ondes de la Radio Basse-Côte de France. Je rappelle d'ailleurs que c'est à leur demande que nous avons lancé cette invitation à l'honorable Sidia Touré, qui a saisi cette opportunité pour s'exprimer sur les ondes de votre radio, la Basse-Côte de France, la radio de la contradiction. Je rappelle toujours que ce soir, chers auditeurs, beaucoup d'auditeurs, que vous avez la possibilité de gagner un billet d'avion ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte de France en répondant à ces questions. 3 questions pour gagner un billet d'avion. En quelle année M. Sidia Touré a été nommé Premier ministre? Quel score a-t-il obtenu lors des élections de 2010 et 2015? Quelle est la date de la première intervention de M. Sidia Touré sur les ondes de votre radio de la diaspora, puisque nous l'avons reçu à plusieurs reprises. Nous allons évoluer avec M. Sidia Touré pour évoquer ces différentes crises. M. Touré, vous le savez que notre pays traverse une crise sociale et politique sans précédent, crise sociale marquée par la grève des enseignants, qui pénalise davantage de jeunes en quête du savoir dans un système éducatif où le niveau est très bas. Vous qui êtes fondateur de la première école privée en Guinée, comment jugez-vous la gestion de cette crise par le gouvernement et que dites-vous sur le montant de la revendication sollicitée par le SLEC? Si vous étiez aux affaires, comment auriez-vous géré cette crise? Je pense que je l'aurais géré exactement comme cela se gère dans les autres pays, par la discussion. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'ai investi dans le secteur de l'éducation ici en 1987 en créant cette école privée avec d'autres amis. Parce que quand je suis arrivé pour la première fois, comme j'ai dit, a été absent à 22 ans, parce que je suis parti tout jeune, j'ai constaté qu'il y avait un problème à ce niveau. Et l'éducation étant la base absolue de tout développement, je dis bien absolue, de tout développement, quand vous négligez ce secteur-là, vous ne pouvez pas prétendre aller de l'avant, quelle que soit la volonté que vous avez en la matière. Donc, j'estime que le secteur de l'éducation doit être au centre de nos préoccupations. Et le gouvernement devrait réfléchir de la même manière. J'ai discuté longuement depuis le mois de septembre-octobre avec le président Condé de cette question des enseignants. J'estime que seul le dialogue peut le résoudre. Et quand on a la responsabilité de l'éducation des enfants de Guinée, je crois qu'on n'a pas le temps de monter sur des ergots pour... Allô? Pour monter sur des ergots pour... Non, il faut que cela se fasse de cette manière ou de cette autre manière-là. Il faut discuter, il faut négocier. Les montants demandés par le syndicat, ça peut paraître complètement exorbitant et inaccessible, mais le problème n'est pas cela. Le problème est de dire, écoutez, nous ne pouvons pas faire cela, mais voilà ce qu'on peut faire pour vous. Dans telles conditions, il faut un peu de crédibilité aussi. Il faut que les gens croient que ce que vous leur dites a un sens et que vous serez en mesure
de répondre de vos engagements le moment venu. C'est une des raisons aujourd'hui du problème politique social en Guinée. C'est le fait que le gouvernement a perdu toute crédibilité parce que les engagements ne sont jamais tenus. Donc les enseignants ont l'impression que chaque fois qu'on leur dit quelque chose, c'est pour les rouler dans la farine. Donc il faut qu'on se rasseye, qu'on discute et qu'on se mette d'accord. C'est pas parce qu'ils ont demandé un montant excessif que vous ne pouvez pas leur proposer vous aussi un montant qui ne l'est pas du tout. Vous demandez 8 millions, peut-être que ces négociations aboutiront en 100 000 ou 200 000 francs. L'essentiel, c'est que les enfants guinéens qui, dans 20 ans, vont être chargés de gérer ce pays-là, ne soient pas sacrifiés pour des problèmes de ce genre. L'enjeu est trop important pour qu'on ait des attitudes de matamor. Voilà. L'enjeu est trop important, 21h22 dans le studio. Aux auditeurs qui viennent de nous reprendre, sachez que nous sommes avec M. Sidya Touré, le président de l'UFR, qui nous fait l'honneur de répondre à vos questions. Beaucoup d'auditeurs sans doute qui vont intervenir ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte de France. M. Touré, nous allons encore évoluer. L'année 2020 va marquer un tournant décisif pour notre pays, pour notre jeune démocratie. Quelle projection, en tant qu'homme politique que vous êtes amené à faire pour l'avenir de notre pays? Quel est le projet de société de l'UFR? Non, ça c'est un long débat. Nous avons promis, vous savez, on a fait les journées portes ouvertes l'année dernière. Nous sommes le seul parti à avoir organisé ces journées pour justement donner une orientation de la manière dont nous percevons notre pays. Le programme que nous avons essayé d'expliquer et qui, à mon sens, repose sur quelques points fondamentaux que je vais citer. Le premier point, c'est vraiment le renouveau de l'État. Je viens de vous dire tantôt que l'administration guinéenne ne fonctionne pas. Sans une administration performante, avec des cadres qui soient suffisamment compétents, comme j'en avais à l'époque à la primature quand j'y étais, pour traiter vos dossiers et les faire avancer, vous ne pouvez pas prétendre obtenir non seulement pas les financements extérieurs, mais même quand vous en avez à l'interne, cela n'est pas utilisé dans de bonnes conditions. Donc le problème de la restructuration de l'administration me semble un problème essentiel, fondamental. C'était d'ailleurs, quand je suis arrivé aux affaires en 1996, un point sur lequel j'ai insisté. J'ai souhaité savoir exactement quelle était la structure de chaque ministère, combien de directions y étaient, combien de sociétés d'État ou participation publique on avait et quels sont les gens qui répondaient au niveau de l'administration, ministère par ministère, secteur par secteur. Cela vous permet de savoir chaque fois quand vous lancez un dossier à quel niveau cela se trouve. Donc, ceci est important. Et une fois que vous avez cela, c'est concomitant, mais c'est un point nodal. Cela vous permet après de lancer une politique économique et financière beaucoup plus assainie, les finances publiques, faire en sorte qu'un cadrage macroéconomique soit mis en place, ça tout le monde peut le faire. L'essentiel maintenant c'est le développement, comment lancer les secteurs. Moi, le paradigme contre lequel j'ai essayé le changement de paradigme pour lequel j'ai lutté, c'était d'être sûr que les revenus que nous tirons du secteur des mines, nous pouvons le consacrer à l'économie agricole, où vivent 80% de nos compatriotes qui ont besoin d'avoir de grands projets, notamment en ce qui concerne le coton, comme je l'ai fait en 96-99, notamment l'anacarde, notamment le café, le cacao, le palmier à huile. Je crois que comme ça, la base nous suivrait, on partirait ensemble. Le Mali produit aujourd'hui 750 000 tonnes de coton, premier producteur africain, malgré la guerre au nord. Quand je quittais la primature, j'avais porté la production cotonnière en Guinée de 4 000, je l'avais porté à 40 000. C'est 2 000 aujourd'hui, 2 000 tonnes, j'ai bien dit 2 000, hein, je ne sais pas si vous avez... Le Mali, c'est 750 000 tonnes. C'est 2 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, pour transporter, pour récolter le coton, mais également pour faire de la filature, pour faire les pistes rurales, pour faire les engrais, pour faire, comment vais-je dire ça, l'épandage et toutes ces choses. Il y a tellement d'emplois qui se créent autour de ce genre de choses. Donc ça, c'est ce pourquoi je me suis battu quand j'ai accepté de partir auprès d'Alpha gratuitement, je le répète. C'était pour que ces choses-là puissent commencer. Parce que c'est du retard. L'agriculture prend du temps.
Je le dis pour le coton, c'est valable pour l'anacarde, c'est valable pour le café, le cacao, ainsi de suite. Donc, voilà les programmes sur lesquels l'Union des forces républicaines compte travailler. Bien sûr, au centre de tout ça, comme je l'ai dit tantôt, l'éducation. Moi, j'étais dans un pays où j'ai étudié aux frais de l'État. 30% du budget de fonctionnement de la Côte d'Ivoire pendant 30 ans était consacré au secteur de l'éducation, à la formation des cadres. Et je crois que cela a payé. Et l'un des pays aujourd'hui au monde où le fonctionnaire le mieux payé, c'est le professeur d'université qui a publié des livres et qui a vraiment fait son cursus, c'est la Corée du Sud. Vous envoyez les résultats, ça donne Samsung, ça donne des choses de ce genre. L'éducation est au centre de tout cela. À côté, vous avez tout le système d'infrastructures qui sont liés à la gestion ou au développement régional, ainsi de suite. Voilà un peu, grosso modo, ce que nous comptons faire. Et voilà ce que j'ai essayé de vendre pendant la période où j'étais représentant du chef de l'État. Parfait. 21h27 dans le studio. Placer la formation, l'éducation au centre de nos préoccupations. Tel va être l'objectif de M. Sidia Touré. Chers auditeurs, sans doute, je vais vous revenir. Beaucoup d'auditeurs connectés ce soir avant d'aller en Allemagne et solliciter, je vais donner la chance à Chérif Baldé qui nous appelle de Hambourg avant d'aller en Australie puis au Canada. Bonsoir Chérif Baldé, je ne sais pas si vous m'entendez très bien depuis Hambourg en Allemagne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Monsieur Camara. Bonsoir. Bonsoir à vous ce soir, Chérif Baldé, une grande dame qui se bat pour la Guinée du côté de Hambourg ce soir sous les ondes de la radio Basse-Côte de France. Profitez des ondes pour poser votre question à M. Sidia Touré. Chérif Baldé. Merci beaucoup, Monsieur Camara. D'abord, comme toujours, c'est pour moi un très grand honneur d'être là et puis discuter avec les hommes politiques de chez nous parce que nous sommes loin, mais avec la radio Basse-Côte, nous sommes aussi si proches de la Guinée. Avec tous ces hommes qui passent dans cette radio et surtout avec M. Sidia Touré que j'ai eu à, en tout cas, connaître en étant étudiante à Conakry lorsqu'il fut nommé Premier ministre. Il a été pour nous comme si c'était un messie dans les temps. Et donc, je vous dis bonsoir, M. Touré. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà. Et alors, ceci étant, malheureusement, j'ai... et je veux dire une expérience très douloureuse avec vous que je vais quand même essayer de parler un peu. Je vais commencer par ça parce qu'en 96, vous étiez Premier ministre. On vous a enlevé, on vous a retiré votre portefeuille de Premier ministre parce que vous êtes venu avec beaucoup de réformes qui n'ont pas plu à beaucoup de gens dans les temps. J'étais étudiante à l'université à Conakry. J'étais porte-parole des étudiants à l'université de Gamal Abdel Nasser où on avait lancé un mouvement de grève en mars 96. On nous a arrêtés, on a fait 4 mois en prison et vous étiez Premier ministre. Et c'est là pour moi en tout cas... Non, en mars, je n'étais pas Premier ministre. Je suis devenu Premier ministre le 9 juillet 1996. Donc ça, ce n'était pas moi du tout. D'accord, mais après voilà. Ça, en tout cas, vous étiez venu, je veux dire, après ça, nous, on était en prison quand vous étiez alors venu à la tête de la primature, ce que je veux dire. Et pendant ce temps, quand nous, on était là, on avait quand même espéré, quand nous sommes sortis, qu'il allait y avoir des changements. On vous a retiré le portefeuille, tel n'a pas été le cas, vous êtes resté quand même. Moi, j'ai été déçue parce que vous êtes resté. J'avais cru que vous allez partir si on vous retirait votre portefeuille de Premier ministre et tout ça. Et tel n'a pas été le cas. Et depuis lors, j'ai une autre image de vous. Peut-être que je me trompe, parce que depuis lors, je ne suis pas en Guinée, je suis très loin de ce pays. Mais ces derniers temps, j'ai vu aussi ce qui s'est passé lorsque vous avez décidé de rejoindre le professeur Alpha pour travailler avec lui. Naturellement, un acte salutaire quand on essaie de penser à son pays, comme tout ce que vous avez énoncé là, c'est des bonnes choses. Mais connaissant Alpha, vous l'avez connu aussi, étant même, je veux dire, quelque part dans l'opposition quand vous avez créé votre parti. Il était aussi opposant. Je me dis, vous avez vu ce qu'il a fait lors de son premier mandat. Le deuxième, vous essayez de travailler avec lui. N'est-ce pas là, déjà, c'était une sorte de mea culpa pour dire que vous, en tant qu'opposant, vous ne pouvez rien faire. Il fallait chercher à le résoudre. Et après, vous démissionnez. Et n'est-ce pas là aussi une décision que moi je trouve un peu opportuniste parce que nous sommes à 2 années des élections de 2020. Si élections, il y en a vraiment avec tout ce qui se passe au pays. Parce que sans vous mentir,
moi, au départ, j'ai beaucoup porté confiance en vous. Mais voyant l'évolution des choses, vous faites partie de ces cadres sur qui on comptait pour changer ce pays. Mais tel n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Il y a beaucoup, d'incertitudes. Il n'y a pas de changement. Il y a des blocages à tous les niveaux. Et vous, en tant que parti, en tant qu'opposant, qu'est-ce que vous nous proposez concrètement pour sortir de ce pays dans cette situation? Parce que franchement, en voyant vos agissements de ces dernières années, je ne peux plus vous faire confiance en tant que tel. Je vous le dis clairement parce que je suis une femme. Deuxièmement... c'est pas une question. Vous avez tout un truc contre. Bon, d'accord. Je pensais qu'on posait la question et c'est moi qui répondais. Oui, allez-y, voilà. posez votre question. C'est pas une question que vous posez. Je peux continuer, M. Touré? Oui, allez-y, Chérif Baldé, allez-y. Et en plus, pour aller au-delà, et quelle place donnez-vous aux femmes dans votre parti politique? Parce que je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas si vous donnez vraiment des places importantes aux femmes guinéennes dans votre parti politique, à ce que je chasse. Peut-être que je suis mal informée. Quelle est la place que vous donnez aux femmes réellement dans votre parti politique et surtout dans l'évolution de, dans le développement socio-économique de la Guinée? Parce que ça manque réellement. Moi, je suis un parti, madame, je crois que vous faites énormément de confusion. Moi, je suis un parti d'opposition. La chance à M. Sidia Touré voilà. qui va répondre à vos questions. Moi, je suis un parti. Voilà. Merci, monsieur. Moi, je suis un parti politique, c'est pas moi qui gouverne ce pays. Et je crois qu'il y a une confusion totale sur un certain nombre de choses. Premièrement, comme je vous l'ai dit, on vous a arrêté en mars, paraît-il. Moi, je suis arrivé en juillet au gouvernement, c'était en pleine grève. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai rencontré les syndicalistes. Nous avons discuté et nous nous sommes mis d'accord sur une série de choses qu'on devait exécuter au fur et à mesure que on devait continuer dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire. Ensuite, on ne m'a pas retiré la primature. Je suis arrivé ici, je devais être Premier ministre selon les sollicitations du président Conté. Il a tenu à ce que je sois en même temps ministre de l'économie et des finances. J'ai réparti ce rôle entre deux jeunes gens, un au plan, l'autre au ministère de l'économie et des finances, au plan et à l'économie et des finances, et un autre au budget. Donc, ce qui m'a été retiré en février 1997, c'était ces deux ministères, mais je ne souhaitais pas les conserver en tant que Premier ministre. Bien sûr qu'il y avait des programmes entre le président Conté et moi, mais nous avons fait des réformes en 3 ans qui figurent aujourd'hui dans les records. Quand vous regardez l'évolution de la Guinée depuis 60 ans, vous verrez que ces 3 années ont été une période, je viens de vous dire ce qu'on a fait notamment en matière de développement agricole, mais en matière également de réduction des prix à la consommation, de stabilité monétaire et tout ça. Ce sont des choses concrètes. Et si vous démissionnez 6 mois après, personne ne saura jamais ce que vous avez fait. Et je vais dire que la vie n'est pas faite que de ça. La vie est faite aussi de travail pour votre pays, d'engagement pour votre pays. Quand vous êtes loin comme ça et que vous tranchez toutes les questions, ils n'ont pas fait, il faut être là. Moi, j'ai manifesté ici pendant tout le temps, mais avant que je manifeste tout le temps, j'ai manifesté contre les militaires ici. J'ai failli mourir. Ma maison a été saccagée, mademoiselle ou madame, je ne sais plus. Donc, quand on veut donner des choses à la Guinée, reconnaissez ceux qui ont donné quelque chose. Nous avons mené ce combat. Vous comprenez? Moi, j'ai été malmené au stade du 28 septembre avec d'autres leaders politiques et il a fallu qu'on soit exilé avant de revenir ici. Mais après ça, j'ai fait les manifestations de rue avec l'opposition jusqu'en 2013. Quand les débats ont commencé à prendre un caractère totalement communautaire, je me suis retiré de ça. D'accord, ça c'est ça. Maintenant, vous me dites oui, pourquoi? J'ai décidé en 2015, en tenant compte des résultats médiocres obtenus et surtout du fait que je ne sentais pas le pays bouger. Moi, j'ai réglé le problème de l'électricité, de l'assainissement quand j'étais à la primature. En 5 ans, ces choses-là, on ne les avait pas réglées. Je me suis dit, mais peut-être il faut que je me donne des conseils. Mais bon sang, c'est pour la Guinée, c'est pas pour moi. Et j'ai tenu à ce que ce soit très clair, puisque j'ai dit, je ne veux pas être payé pour ça. Et je ne l'étais pas. J'ai dit, je ne veux pas de budget pour ça. Et je n'en avais pas. J'ai dit, je ne veux même pas un bon d'essence de 20 litres. Et je n'en ai pas pris. Madame, si on veut s'engager pour la Guinée, je pense que j'ai fait ma part. Je continue de le faire d'ailleurs. Maintenant, les femmes, oui, moi j'ai des femmes qui sont députées. À la présidente des femmes qui nous représentent à la CEDEAO, nous en avons d'autres comme ça qui sont extrêmement engagés dans le débat.
Mais Alpha n'est pas sorti de l'enfer, hein. C'est un Guinéen. On n'est pas d'accord avec lui. Moi, j'ai vu le président Ouad rentrer dans le gouvernement d'Abdou Diouf et puis après le battre aux élections. J'ai vu également, pendant la guerre civile, un gouvernement d'union nationale où il y avait le RDR d'Alassane Ouattara, ce qui était dans le gouvernement de Gbagbo. Donc, je ne suis pas rentré au gouvernement parce que je n'étais pas payé pour ça. J'ai pensé que j'aurais pu influencer un certain nombre de choses pour que mes compatriotes en profitent avant la fin du mandat d'Alpha Condé. Quand je me suis rendu compte que cela ne se passe pas bien, et que surtout dans le cadre de ce qu'on vient de vivre pendant les élections communales, j'ai démissionné. Vous me dites, bon, si vous n'avez pas démissionné avant, c'était pas bon. Si vous avez démissionné encore, c'est pas bon. Bon, je pense que là, je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous explique ma démarche. Et ma démarche est que j'ai estimé que c'était assez et que je sortais de là et que je préparais les élections législatives. Mais c'est tout à fait normal, quand on est un parti politique, de se battre pour avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Je dis non, je deviens une association et puis je fais des papiers que je publie tous les jours. Voilà. Merci, monsieur Touré, pour cette réponse. 21h37, je pense que Chérif Baldé est satisfaite. Si elle n'est pas satisfaite, elle reviendra sans doute dans cette partie, poser sa question à monsieur Sidia Touré qui répondait au rôle des femmes dans son parti. Nous allons partir au niveau du Canada, où nous allons trouver monsieur Alia Souma qui est étudiant à l'université Trois-Rivières, qui souhaitait savoir quel était le rôle du haut représentant du chef de l'État et quelle était la feuille de route, s'il y avait une feuille de route qui était assignée à M. Sidia Touré en tant que haut représentant. Écoutez, je crois qu'il faut revenir à ce que j'ai dit au départ. On m'avait fait des propositions pour entrer au gouvernement, ça ne m'intéressait pas. Ni Premier ministre, ni rien. Pourquoi? Parce que je voulais conserver mes responsabilités de président de l'Union des forces républicaines. Je me suis rendu compte que, je dis, 5 ans après, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'assainissement dans la ville de Conakry. Il n'y en a toujours pas, hein? Il n'y a toujours pas, là. Mais je dis, écoutez, je connais, moi, contrairement aux autres, comme disait la dame, je connais Alpha depuis plus de 30 ans, peut-être que je vais lui donner quelques conseils pour qu'à la fin du mandat, le pays ne soit pas 10 ans après au même niveau. Et j'ai pris des précautions pour dire, attention, qu'on ne vienne pas me dire, il est venu à la soupe. Donc, pas de budget, pas de salaire, pas de rien. Mais que j'ai cet accès-là qui permet de donner des orientations. Il en a fait un décret, ce n'était pas ce qu'on avait convenu, mais toujours est-il que tout ce qui a été fait, j'ai donné des orientations, je l'ai dit, dans le secteur de l'agriculture, développement agricole, dans le secteur de l'électricité, pour que certaines zones de la Guinée soient rapidement desservies en électricité, parce que le courant, tout le monde en a besoin. Vous ne demandez pas d'où ça vient, ça n'a aucune importance, c'est que nos populations doivent avoir accès à ces choses-là pour leur propre bien-être. Et j'avais des projets en ce qui concerne donc ces différents secteurs. L'éducation, je suis intervenu plusieurs fois pour régler ces problèmes de crise, mais également pour avoir plus d'ambition, afin que l'enseignement technique soit propulsé en avant. On n'y est pas arrivé, écoutez, j'en suis sorti. Il n'y avait pas de feuille de route dans la mesure où je n'étais pas un employé du président de la République. J'étais un leader politique avec lequel il avait donné la possibilité qu'on puisse échanger sur des sujets qui, des fois d'ailleurs, pouvaient venir soit des députés, soit de certains ministres. Voilà ce que j'ai fait et que j'ai arrêté de faire. Merci, merci M. Touré pour cette réponse. Beaucoup d'étudiants de l'Université des Trois-Rivières nous suivent ce soir. L'Université des Trois-Rivières, il faut rappeler, elle est membre du réseau des universités du Québec qui fut fondée dans le but de permettre aux francophones, vous savez bien sûr, d'avoir accès à des universités dites gratuites en région. Nous allons partir du côté de Melbourne où nous allons trouver Fanta Kaba. Fanta Kaba est une Guinéenne qui réside à Melbourne qui pose cette question. M. Touré, vous avez côtoyé et servi les deux présidents guinéens, le général Lansana Conté et le professeur Alpha Condé, l'un comme son premier ministre et l'autre comme le haut représentant. Quelle étude comparative pouvez-vous établir entre les deux hommes, notamment leurs forces et leurs faiblesses? Fanta Kaba. Écoutez, je salue cette dame, hein. Elle est dans un pays qui pour moi se trouve franchement tout le monde, hein. Je ne sais pas. C'était loin d'imaginer qu'on avait des compatriotes bien installés là-bas. J'y suis jamais allé et je ne crois pas que j'irai. Mais bon, vraiment, je la salue et je la félicite
Parce que c'est franchement beaucoup de courage pour être aussi loin. Hein. Maintenant, oui, j'ai travaillé avec le président Conté. Je n'ai pas travaillé, je ne peux pas dire que j'ai travaillé, je n'ai pas participé au Conseil des ministres avec Alpha Condé, ce que j'ai fait avec le président Conté pendant 3 ans. Le président Conté était un homme qui était extrêmement préoccupé de l'état de la Guinée à son niveau. Mais c'était d'abord un militaire. Donc, c'est quelqu'un qui était assez péremptoire sur certaines choses. Mais il avait la capacité d'écouter. Il avait la capacité d'écouter et de revenir sur ses décisions pour que les orientations que vous prenez puissent être exécutées. Il en est ainsi de ce que nous avons fait pour l'électrification en 1996. En l'espace de 10 mois, on avait réglé cette question avec son accord. Nous avons fait l'assainissement de la ville de Conakry avec l'aide des États-Unis qui nous avait débloqué 5 millions de dollars pour cela. En moins d'1 an, tout ça a été parfaitement réglé. On avait identifié les sites d'enfouissement en 1998 et tout ça avait été fait avec lui. Nous avons fait des réformes structurelles auxquelles il a souscrit. On a changé le directeur de service qui, à l'époque, direction générale, où il y avait des problèmes notamment de corruption et de choses. On a pris vraiment des engagements qui ont été respectés. À la suite, oui, il y a eu des interventions politiques, il y a eu des interventions familiales orchestrées par certaines personnes. Ça peut arriver. Mais les résultats sont effectifs. Quand vous regardez aujourd'hui le record de notre pays, vous trouvez que cette période a été une période de stabilité macroéconomique, de baisse des prix, de croissance économique régulière, et puis surtout de gestion vraiment assez vertueuse en ce qui concerne les finances publiques de notre pays. Bon, Alpha, nous n'avons pas travaillé, je ne peux pas dire que nous avons travaillé ensemble, ce n'est pas la même méthode. Conté avait, de par sa formation militaire, il était structuré autrement. Alpha Condé est d'abord un homme politique. Et je crois qu'il restera pour le reste de sa vie, c'est-à-dire il est préoccupé de savoir qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les gens pensent. L'État, c'est autre chose. Bon, c'est un homme politique et son agissement est d'abord un agissement politique, ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à bouger sur ces questions essentielles, notamment ce que je disais, l'électricité, l'assainissement, l'agriculture, et toutes ces choses-là qui avant avaient quand même un certain poids dans les décisions présidentielles. Je crois que chaque personnalité est totalement différente. Voilà ce que je peux dire. Merci pour cette réponse de cette dame qui nous appelle de Melbourne. Aux auditeurs qui souhaitent poser cette question, nous allons revenir en France 21h43 dans le studio, 20 minutes pour mettre fin à cette première partie. Chers auditeurs, messieurs qui nous appellent au 06 52 58 28 63. Bonsoir messieurs, dames. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Moi c'est M. Camara. J'habite en France, je vis en France. Parfait, M. Camara. M. Camara, profitez des ondes de la radio Basse-Côte de France pour poser votre question à M. Sidia Touré qui nous fait l'honneur de répondre à vos questions. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous côtoyer à travers la radio Basse-Côte internationale ou Basse-Côte France. Je vais d'abord vous dire que vous êtes un technocrate utile pour le pays et nous espérons que vous mettrez de nouveau à profit vos compétences afin que notre pays sorte de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors moi j'ai une série de questions, je vais vous poser juste 3 questions. La première question, ça porte sur les élections de la commune au niveau de la commune de Matoto. J'aimerais connaître aujourd'hui votre vision sur la situation post-électorale qui prévaut aujourd'hui à la commune de Matoto. Ça c'est ma première question. Et la deuxième question que je vais vous poser, vu tout ce qui se passe autour des élections qui prennent du temps, comme on l'a connu au niveau des législatives, des communales, est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de dire à nous, auditeurs guinéens qui vivent à l'extérieur, qu'on peut avoir des élections libres, transparentes et inclusives en 2020? Ça, c'est ma deuxième question. Parce que vu tout ce qui se passe, moi, j'ai quand même quelques doutes. Et ma troisième question, je voudrais savoir, ça c'est au vu de vos compétences, quelle politique vous mettrez en place une fois au pouvoir pour enfin favoriser l'intégration et le retour des jeunes diplômés de l'Occident un peu partout? Voilà, moi c'est ces 3 questions que j'avais à vous poser pour ce soir.
Écoutez, je vais parler des élections communales. Non, je vais répondre à ces questions parce qu'il y en a une série. Je veux dire que ces élections communales, on les a organisées en février. Oui. Il a fallu attendre 7 ans pour ça. Et une fois organisé, nous en sommes au 10e ou 11e mois. Nous n'en avons toujours pas fini avec les exécutifs communaux. Alors, comment voulez-vous que le pays puisse aller de l'avant avec des positions de ce genre? Nous avons, comme tous les pays, des dates d'élection qui sont soit inscrites dans la Constitution, soit dans d'autres textes en ce qui concerne les élections locales. Mais à chaque fois, nous ne les respectons pas. Il a fallu mobiliser pour qu'on puisse organiser les législatives. Il a fallu se mobiliser pour qu'on puisse organiser les élections communales. Écoutez, voilà. Et c'est tout ça qui donne cette pagaille, parce que nous avons aussi un système qui est proportionnel. C'est-à-dire que chaque parti gagne au prorata de ce qui lui a été attribué, mais il n'est pas dit non plus qu'on vous attribue ce que vous avez gagné. Moi, je prends la commune de Matam qu'on a fini par enlever comme maire, mais tout simplement parce que nous l'avons gagné. Nous avons 245 bureaux de vote à Matam, 85 bureaux dans lesquels nous avions 50-60% de voix, ont été tout simplement annulés pour ne pas vous déclarer vainqueur. Donc après, on est arrivé là. À Matoto, on en parle. Le problème, c'est un peu cette dispersion des voix. Les 3 principaux partis, nous avions à peu près 35 conseils entre l'UFDG, l'UFR et l'UFPG. On avait 35 conseillers. Mais il en restait 10 qui étaient répartis entre petits partis, des petites structures. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun s'est mis à savoir comment est-ce qu'il pouvait les rechercher, et des fois à coup d'argent. Donc tout ça n'est pas aussi transparent. C'est pourquoi je leur ai dit, allez en justice et voyez ce qu'on peut en tirer. Mais ce n'est pas du tout la procédure qu'il faut adopter à chaque fois. Quand il y a des dates d'élection, il faut les respecter. Et je suis certain que si on avait fait les exécutifs communaux dès le lendemain des élections, une fois que les contestations étaient terminées, nous aurons pu les faire beaucoup plus facilement que c'est le cas aujourd'hui. En ce qui concerne le problème de la diaspora, n'oubliez pas, moi je suis également un diaspora. Moi je suis rentré en Guinée à la primature en 1996. J'étais absent pendant près de 30 ans, donc je sais de quoi il s'agit. Il faudrait que la gouvernance de ce pays change pour que ce que vous avez appris dans ces différents pays, vous puissiez le pratiquer dans un cadre d'organisation économique, administrative, qui permettent non seulement de vous inclure dans le système administratif, mais surtout de vous donner la possibilité de développer le secteur privé dans ce pays, soit en y travaillant, soit vous-même en étant entrepreneur. Mais ça, c'est le problème de la gouvernance et c'est l'un des objectifs majeurs auxquels je me suis consacré pour dire que nous avons besoin d'un nouveau leadership ici pour que les choses changent. Sinon, comme vous l'avez dit, on n'aura pas d'élection en telle année. Il y a des choses qu'il faut changer avant qu'on arrive en 2020. Il y a le problème du respect de la Constitution, mais ce sont les Guinéens qui se battront pour ça. Personne ne viendra le faire pour nous. Et ne considérez pas que quand vous êtes à l'extérieur, vous devez vous contenter de compter les points. Cela vous concerne également et il faut y participer de manière un peu plus active pour que vous puissiez dire demain, oui, nous aussi on a contribué à ce changement. Je disais à la dame tantôt, là on fait les manifestations ici, moi j'ai failli laisser ma vie, alors vous savez, quand on me fait des leçons après, on n'est pas très content pour partie de ceux qui n'ont pas eu le même problème. Donc voilà, je vous dis, participez au combat pour le changement dans votre pays. Personne ne viendra faire ça à votre place. Hein. Voilà. 21h50 dans le studio, chers auditeurs, 15 minutes avant de mettre fin à cette partie. Je demande aux auditeurs qui souhaitent poser des questions de faire étoile 61. Je rappelle que ce soir, vous avez aussi la possibilité de gagner un billet d'avion en répondant à ces 3 questions. En quelle année M. Sidya Touré a été nommé Premier ministre? Quel score a-t-il obtenu lors des élections présidentielles de 2010-2015? Quelle est la date de la première intervention de M. Sidya Touré sur les ondes de la radio Basse-Côte de France? Je rappelle que M. Amara Diané a gagné la semaine dernière 100 € et qu'il a la possibilité, à partir du mois prochain,
de toucher les 100 € par virement de la radio Basse-Côte de France. Avant d'aller aux États-Unis, c'est un message qui me parvient du Congo. Il est de Sadibou Bari. Je salue mon président Sidja Touré et nous nous préparons pour l'alternance Ténébon. Sœur Touréa nous attend. Sadibou Bari du Congo. Alors, ce message est de Saliou Nabé, lui, il est du Libéria. Il pose cette question, comment l'UFR entend marquer sa désapprobation des différentes crises du pays? Va-t-il rejoindre l'opposition républicaine pour la marche? Est-il solidaire de ces différentes manifestations organisées par ses pairs? Quelle stratégie, quelle recette pour faire infléchir le gouvernement? C'est une question de Saliou Nabé du Libéria qui nous suit ce soir et toute la communauté guinéenne du Libéria. Bonsoir à vous. Monsieur Touré, avant d'aller aux États-Unis, merci de répondre à monsieur Saliou Nabé qui nous appelle du Libéria. Écoutez, je vous remercie, mais je voudrais vous signaler que je pensais que l'émission était pour 1 heure et j'ai des engagements qui font que je serai obligé d'arrêter ça à 21 h. Si vous voulez, on le reprend lundi ou mercredi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour aujourd'hui, je serai obligé de m'arrêter là. Je voudrais répondre très clairement ceci. Moi, j'ai été dans l'opposition, j'ai manifesté comme tout le monde. Mais avant ça, nous manifesté avec la 10, contre la 10. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on ne les a pas vus à ces manifestations. Des gens comme Chelou et moi, on a été blessés, François Fall et tout ça. Donc, bon, après, nous avons manifesté dans la rue. Kouyaté, Chelou, moi-même, beaucoup de gaz lacrymogène à l'époque. Il y a un temps pour tout. Mon parti est dans l'opposition, mais réaffirme son ancrage dans l'opposition, mais dans l'opposition plurielle. Nous sommes plusieurs aujourd'hui à nous revendiquer, je dirais. Peut-être que nous allons finir par nous regrouper, que ce soit l'UPG, le PUP ou le PADES de Ousmane Kaba ou de Kouyaté, le PDN, nous-mêmes, ainsi de suite. Donc nous allons former opposants qui ne seront pas dans l'opposition républicaine, qui se démarquent de cela, mais qui n'en seront pas moins à faire des propositions pour qu'il y ait un changement de régime dans ce pays. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, M. Touré. Lansana Bangoura, le consultant économique, qui va vous poser la toute dernière question, 7 minutes avant de mettre fin à cette émission. M. Bangoura, si vous m'entendez, et merci pour ce travail technique que vous réalisez ce soir avec toute l'équipe technique du doyen John Cissé. Lansana Bangoura, c'est à vous. Oui, bonsoir, Madi Tamara. Monsieur Touré, bonsoir. Et donc, j'ai un certain nombre de questions très rapidement. Notre économie est dépendante en partie du revenu minier, donc des mines, et de la dette publique. Je voudrais savoir, face à cette situation, que peut-on faire pour diversifier l'économie guinéenne? Ça, c'était la première question. La seconde, quelles sont les raisons profondes de la dépréciation de la monnaie guinéenne? Cette dépréciation est-elle relative à l'insuffisance de la production ou à une mauvaise politique monétaire? La troisième question, quelle politique d'assainissement ou de salubrité peut-on mettre en place pour que Conakry soit propre de façon durable? Quel est votre regard sur la gestion des mines en Guinée? Serait-il bénéfique pour la Guinée de mettre en place, par exemple, des unités industrielles de transformation de la bauxite en alumine? La toute dernière question, M. Touré, en 2012, la Guinée a obtenu le PPTE, dont vous êtes un des initiateurs. Notre dette a été allégée à hauteur de 2,1 milliards de dollars. En même temps, le pays a mobilisé suffisamment de ressources. Je voudrais savoir, au regard de ces mobilisations, quel a été l'impact, n'est-ce pas, de ces mobilisations sur l'amélioration de conditions de vie des Guinéens, le progrès économique et social, ainsi que la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup. Écoutez, ça fait beaucoup de choses, mais en fait, qui se retrouvent. Ce que vous avez dit, c'est vrai, on a obtenu le PPTE, la dette a été, disons, le poids de la dette, parce que c'est le stock de dette qu'on a diminué. Donc la proportion de notre dette par rapport au produit intérieur brut a été ramenée dans des proportions acceptables pour nous permettre de mobiliser de l'argent, notamment pour nos projets de développement. Mais le fait d'aller annoncer ces chiffres dans les réunions et le fait d'avoir la capacité d'absorption de ces montants,
c'est une chose totalement différente. Tantôt, je vous ai parlé de l'administration, de son manque d'organisation, de manque de gouvernance dans ce pays. Ben, quand vous n'êtes pas structuré par rapport à ces choses-là, vous ne pouvez pas absolument utiliser ces fonds qu'on a mis à votre disposition. C'est le cas de notre pays. Ces fonds, on n'arrive pas à les utiliser pour la bonne raison que nous n'avons pas un gouvernement qui est en mesure de prendre ces projets quelque part et puis de les amener jusqu'au bout, pour faire les routes, pour faire, je ne sais pas moi, des écoles, pour faire des universités. En 8 ans, on n'a pas construit un seul hôpital ici, on n'a pas construit une université, on n'a pas fini l'assainissement de la ville de Conakry, on n'a pas pu le faire, on n'est pas capable de donner l'électricité 24 heures sur 24, ne serait-ce qu'à Conakry, ainsi de suite. C'est là où vous vous rendez compte de la médiocrité de la gestion de l'administration. Bon, sur ces questions d'inflation, tout est lié à la bonne gouvernance. Moi, je me rappelle donc en 1996 ce qu'on a fait. Quand vous gérez bien votre économie, c'est-à-dire que vous mettez fin, pas totalement, en tout cas très clairement, à la corruption et que vous pouvez faire en sorte que les dépenses publiques soient correctement effectuées, que tout le monde se rend compte, vous avez le satisfecit pour cela, mais que vous vous rendez compte que la monnaie se redresse. Parce que l'économie va mieux et quand elle se redresse parce que vous avez beaucoup plus de réserves de change, les dépenses ne se font pas n'importe quoi, quand la monnaie se redresse, les prix baisseront, ainsi de suite. Donc on a eu des résultats comme ça en 1996. C'est encore possible de les faire avec un gouvernement différent. Notre problème, c'est la gouvernance de ce pays. Notre problème, c'est même le leadership qu'on a dans ce pays. C'est ça la réalité, il ne faut pas contourner ça tous les jours. Voilà pourquoi le pays ne va pas de l'avant. J'ai essayé d'expliquer cela, disons, à gauche, à droite, mais le point nodal central, il est dans la gestion. Macroéconomique, certes, ça, ce sont des chiffres qu'on dénonce, mais la réalité, c'est qu'il faut aussi que, à l'intérieur de votre pays, dans la gestion de tous les jours, les gens sentent que leur argent n'est pas dilapidé, que ce n'est pas simplement des chiffres. Le problème minier est un problème. Ça devait être une bénédiction en Guinée. Il ne faudrait pas que ça devienne une malédiction. Nous avons une exportation aujourd'hui, notamment de la bauxite, qui augmente de jour en jour. Mais moi, je suis de la région d'où vient la bauxite. Je suis entre Bofa et Boké. Je vous assure que c'est un vrai drame. Parce qu'il y en a de trop. Vous avez des camions partout. Cela vous fait en sorte que les gens perdent leur puits. Les rivières sont bouchées. Vous avez de la poussière de bauxite qui a envahi les jardins, les plantes, l'anacarde dans la zone de Boké. Je pense qu'on peut le faire avec plus de discernement. Nous avons des sociétés qui veulent travailler. On peut s'entendre pour que cela se fasse avec une cadence moins soutenue, mais qui soit en rapport avec notre capacité nous-mêmes à former des gens pour prendre la place des expatriés qui sont là. Si on fait tout ça tout d'un coup et qu'après on se retrouve comme... je pense à la dame qui est en Australie, elle a une île qui est à côté d'elle qu'on appelle Nauru. Elle connaît, elle vous le dira, où il y avait de l'exploitation de phosphate et de guano. C'était l'un des pays les plus riches au monde jusqu'en 1990. Quand on ne pouvait plus rien exploiter, il est resté un grand trou béant et c'est devenu le pays le plus pauvre au monde, l'un des plus pauvres au monde aujourd'hui. Notez bien le nom, Nauru, c'est N-A-U-R-U. Elle vous en parlera, c'est pas loin de l'Australie. Donc, il faut faire attention. C'est pas quelque chose qu'on va faire permanemment. Et en attendant la manière dont l'exploitation se fait, je pense que nous pouvons nous entendre avec les sociétés pour que les quantités ne soient pas dans des proportions comme ce que moi je vois. Je suis contre l'idée qu'on fasse 100 millions de tonnes de bauxite. L'Australie a arrêté ça, la Malaisie aussi l'a arrêté. Mais j'estime que la transformation doit prendre un peu plus de poids et que nous devons faire en sorte que les ressources minières soient absolument utilisées pour développer l'économie agricole dans notre pays, ce qui concerne la majorité de nos populations. Ça, je le dis, je le répète, c'est le fondement de mon programme. Nous devons développer l'économie agricole, pêche, élevage, agriculture, dans les zones de la forêt, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée, en Basse-Guinée. Ça, c'est possible. Et quand vous le faites, vous avez un plus grand nombre de compatriotes qui sortent de la pauvreté et qui ainsi peuvent contribuer
ce qu'on appelle le développement économique et social parce qu'ils auront un meilleur bien-être. Voilà, je vous remercie et je dis, je suis à votre disposition. Je serai à Abidjan mardi, après les fêtes 2-3, vous pouvez m'appeler. J'y serai et je pourrai toujours reprendre les discussions là où on les a laissées. Parfait, chers auditeurs, vous l'avez compris, Sidia Touré était prévu pour 1 heure, il est 22h01 dans le studio. Je ne peux malheureusement mettre fin à cette première partie. La deuxième partie, je vais vous demander de vous prononcer sur le 10e anniversaire de la disparition du général Lansana Conté. Ce soir, si vous avez un mot, un message, M. Sidia Touré, à l'endroit des milliers d'auditeurs qui vous suivent ce soir, je vous laisse lancer ce message aux auditeurs de la radio de la diaspora qui vous écoutent ce soir avant de passer dans la deuxième partie du débat. Et merci en tout cas de répondre à cette invitation de la radio de la diaspora guinéenne, la radio Basse Côte de France. Merci beaucoup, merci. Parfait. Chers auditeurs, alors 22h01 dans le studio, nous allons faire une pause musicale dans la deuxième partie du débat. Vous savez, demain nous serons 22 décembre. 22 décembre, c'est la date 10e anniversaire de la disparition du général Lansana Conté. Vous avez sans doute connu le président Lansana Conté. Qui était-il? Quelle image avez-vous de lui? Qu'est-ce que vous avez pu retenir du général Lansana Conté? Chacun d'entre vous, je vais donner 1 minute à tous les auditeurs qui souhaitent intervenir. Faites étoile 61. Je vous donnerai la latitude de vous prononcer sur l'image du général Lansana Conté. 21h, 22h dans le studio. Et merci à tous ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent du côté de la Chine. Et je vous dis bonsoir à l'association guinéenne de la Chine, M. Alpha Diodara qui m'envoie un message de cette diaspora guinéenne du côté de la Chine. Lansana Conté, merci pour cet effort inestimable que vous faites pour la radio de la diaspora guinéenne par le biais du général qui vous suit aussi du côté de Rennes. Oui, tous ces messages qui me parviennent que je peux pour l'instant pas relayer, nous allons faire une pause musicale et je demande aux auditeurs de faire étoile 61 pour intervenir dans cette deuxième partie. Encore une fois, chers auditeurs, merci pour l'honneur que vous faites à la radio de la diaspora guinéenne. Nous allons faire une pause musicale. Chers auditeurs, 22h04 dans le studio, nous allons voter pour la Guinée. Vous êtes des Guinéens, vous êtes des Guinéens, nous allons voter pour notre pays. Je vous demande de vous prononcer sur l'image du général Lansana Conté. Je vais solliciter cette fois-ci Lamine Condé qui nous appelle des États-Unis, qui n'a pas eu la chance de poser sa question à notre invité ce soir. Et tous ces autres auditeurs, malheureusement, sans doute vous l'avez entendu, Sidia Touré était prévu pour 1 heure. La semaine prochaine, dans 2 semaines, il sera encore avec vous. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent l'interpeller. Vous étiez très nombreux du côté de l'Angola en suivant cette émission ce soir sur les ondes de la radio Basse Côte de France. Je n'oublie pas le doyen John Cissé, l'homme qui permet à tous les auditeurs de gagner 100 € ce soir, 100 € mais aussi et surtout un billet d'avion Conakry, Paris-Conakry en classe économique. Alors, je vais aller aux États-Unis, je vais trouver M. Lamine Condé. Avant de revenir toujours en Allemagne, Chérif Baldé nous suit, politologue aussi de la radio Basse Côte de France. Lamine Condé, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Je vous dis bonsoir. Oui, bonsoir, M. Camara. Comment allez-vous?
Très bien, Monsieur Condé, auditeur fidèle de la radio Basse-Côte de France depuis les États-Unis. Lamine Condé, sans doute, vous n'avez pas eu la chance de poser votre question à l'honorable Sidia Touré. Nous sommes dans la deuxième partie du débat. Vous avez connu le président Lansana Conté qui nous a quittés le 22 décembre. Demain, 22 décembre, c'est le 10e anniversaire de sa disparition. Qui était pour vous le général Lansana Conté? Si vous avez une image, si vous devez définir le général président Conté, quel allait être vos qualificatifs à l'égard de l'homme? Merci beaucoup, M. Kamara. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, je voudrais commencer par souhaiter, excusez-moi, présenter mes condoléances, encore une fois, même si ça a duré, au peuple de Guinée, puisqu'il fut un des présidents de notre pays. Mes condoléances à sa famille biologique. Je prie que Dieu continue, j'en suis sûr, à le recevoir dans son paradis. Qu'est-ce que je retiens de notre président, le général Lansana Conté? Je sais que le président Metsek Touré et ses compagnons ont lutté pour l'indépendance de la Guinée. Même si au fil du temps, cette indépendance a eu des phases, si vous voulez, deux phases, une phase, c'est-à-dire trois phases, excusez-moi. La première phase, faire accès de la Guinée à l'indépendance. La deuxième phase, si vous voulez, sauvegarder les ressources dont notre pays regorge. La troisième phase, qui fait débat, c'est la phase noire de notre pays. Vous vous rappellerez qu'il y a eu des choses assez de morts sous la Première République. On a parlé de complot. Est-ce que ce complot était vérifié? Moi, je ne sais pas. En tout cas, l'histoire nous dit qu'il y a eu assez de morts, de pendaisons. D'abord, d'ailleurs, le symbole, c'est le Kambaro. Mais ça, c'est l'histoire. Et après le premier président, Dieu a fait que la Guinée a connu un certain Lansana Conté qui a ouvert la Guinée, qui a permis du libéralisme, qui a permis à ce que chacun se libère dans l'acquisition de ses biens. Mais sauf que ce libéralisme a été très mal fait, puisqu'on ne contrôle rien dans le pays, chacun prenait ce qu'il voulait. Lui-même, le président Conté disait que si vous voyez un fonctionnaire ou un ministre dans une belle voiture, dans une belle villa, dites-vous qu'il a volé. Donc ça veut dire que c'était du libéralisme exagéré ou mal contrôlé. Mais au-delà de cette question institutionnelle, socialement, la Guinée a connu un homme très exemplaire, qui est quelqu'un qui a aimé son pays, quelqu'un qui aimait la République, quelqu'un qui aimait toutes les composantes du pays, de notre pays, qui n'avait pas de différence entre un peu sous Malinké, ainsi de suite. Mais très malheureusement, et aussi quelqu'un qui aimait la terre. C'est pourquoi on l'appelait même, je crois, le président villageois. Il était beaucoup attaché à son village, à la terre, ainsi de suite, donc un paysan. Mais il fut un moment dans sa présidence, un moment de regret, ce qui nous renvoie en 1985 avec le fameux coup Diarra. Malheureusement, il y a eu assez de morts puisqu'on a mis cela sous l'angle ethnique. Et comme Diarra était malinké, et bon, malheureusement, l'effet collatéral, c'est que ça a touché à beaucoup de malinqués, des commerçants, des innocents, ainsi de suite. Mais après, quand il est revenu, je crois dans l'émotion, il a dit au Fatara, ils ont bien fait. Mais après, il s'est rattrapé pour dire, c'est vrai que j'ai fauté, voyons le futur, ce que j'ai dit et ce qui s'est passé, c'est pas normal. Mais bon, c'était un peu trop tard. Mais globalement, moi je retiens que le président Conté
a été un rassembleur, quelqu'un qui a aimé son pays. C'est ce qui est important, Monsieur Camara. Merci, merci Monsieur Condé pour ce témoignage, pour l'image, le souvenir qu'il a du général Lansana Conté. Lamine Condé, auditeur fidèle de la radio de la diaspora, qui nous appelle du côté des États-Unis. Je vais revenir ici en France où je vais solliciter Monsieur Camara qui a posé une très bonne question ce soir à Monsieur Sidia Touré. Et avant d'aller donner la chance à ses autres auditeurs, sans doute qui vont intervenir, nous solliciterons le doyen John Sissier et tous ces autres auditeurs, Chérif Baldé aussi encore dans cette émission. Monsieur Camara, si vous êtes là, bonsoir à vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, bonsoir Monsieur Camara, je vous entends très bien. Parfait, Monsieur Camara, deux Camara qui se rejoignent sur les ondes de la radio Bascotte de France. Oui. Alors, Monsieur Camara, dites-nous, le président Conté, vous l'avez sans doute connu. Quelle est l'image que vous avez de lui? Bon, écoutez, moi, honnêtement, pour le général Conté, paix à son âme, j'ai une très très bonne image de lui. Parce que là, il faut le savoir qu'il a laissé tous les Guinéens, les gens vraiment dans la liberté totale. Allô, vous m'entendez? On vous entend très bien, on vous entend très bien. Oui. Ah, ok, d'accord, ouais, parce que ça a sonné ici. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il a fait que du bien, mais moi je pense que le bien était plus que le mal. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui à l'étranger, c'est en son temps quand même. Que les Guinéens aient le passeport guinéen, c'est autant de Conté, ça il faut le reconnaître. Avant, pour partir au Sénégal, ici, nous, on a eu des hommes qui se sont fait arrêter, tout simplement parce qu'ils sont allés étudier au Sénégal. Quand ils sont revenus, ils étaient considérés comme étant des mercenaires et autres là. Bon, ça, il faut le mettre dans le contexte de l'époque aussi. Mais en tout cas, moi, le général Conté, je pense qu'il a beaucoup fait pour le pays. Quand je prends l'exemple de l'éducation nationale, les Africof, qui les a fait? C'est autant de Lansana Conté. Et il n'est pas professeur. Le soi-disant professeur qu'on a aujourd'hui, on parle, comme le disait tout de suite le président Sidia Touré, aucune école n'a été construite en 8 ans. Autant de comptes, on a eu ce projet Africof avec les Al-Shabaab et autres là. Les Guinéens ont eu la paix, la quiétude, vraiment, il n'y avait pas de différence, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait ni Peul, ni Soussou, ni Malinté. Tout le monde était au même pied d'égalité. Ça, il l'a fait. Il nous a donné cette forme de vie sociale où on vivait dans l'harmonie, dans la quiétude et tout. Donc, moi, je peux que prier pour lui que son âme repose en paix, que Dieu lui accorde le paradis et qu'il veille sur ses enfants qu'il a laissés. C'est ce que moi je pouvais dire sur le cas du général Lansana Conté, M. Camara. Merci pour l'image de M. Camara qu'il retient du général Lansana Conté. Je rappelle à ces milliers d'auditeurs qui viennent de nous rejoindre que nous sommes dans la deuxième partie du débat. La première partie, nous avons eu la chance d'avoir l'honorable Sidia Touré qui répondait à vos questions. Dans cette deuxième partie, puisque nous sommes le 21 décembre, 22 décembre, c'est le 10e anniversaire de la disparition du général Lansana Conté, je vous demande en tout cas de faire un témoignage sur l'homme Lansana Conté. Je vais cette fois-ci solliciter Chérif Baldé, politologue, une grande dame battante qui nous appelle du côté de l'Allemagne, de Hambourg. Elle est encore dans le studio. Je redis bonsoir à toute l'équipe qui nous écoute du côté de l'Allemagne et ces Guinéens qui nous écoutent du côté de Hambourg, mais aussi et surtout du côté de Berlin. Bonsoir à M. Omar Youla qui nous écoute aussi de Berlin. Alors, Chérif Baldé, est-ce que vous êtes encore dans le studio? Est-ce que encore vous êtes oui. Parfait, oui, je suis là. Je suis là, M. Camara. Alors, dites-nous ce que vous retenez du général Lansana Conté, quelle image, si vous devez qualifier ce président qui nous a quittés, disant quelle est l'image que vous avez du général Lansana Conté et quel qualificatif vous allez donner au général Lansana Conté? 22h15, ces messages qui me parviennent du côté, je vais sans doute le lire, c'est un message qui me parvient du côté du Mali, où la communauté guinéenne nous suit depuis Mali, à Bamako.
Alors, M. Camara, nous écoutons depuis 21h où M. Sidia Touré était sur les ondes de la radio Basse-Côte de France. Ici, la communauté guinéenne, nous sommes unis et nous vous écoutons tous les soirs. Merci pour l'effort que vous faites pour la diaspora de se retrouver autour de votre plateforme de contradiction. Merci à tous vos auditeurs qui nous écoutent ce soir. C'est un message de Madiba Condé qui nous suit depuis Mali avec la communauté guinéenne. Alors, Chérif Baldé, c'est à vous de nous dire ce que vous retenez du général Lansana Conté. Oui, merci beaucoup. En tout cas, ce que je vais dire du général Lansana Conté, pour commencer, je dirais que franchement, avec son temps, qu'on le veuille ou pas, on avait un État. Et quand j'entends le professeur Alpha Condé dire qu'il est venu en Guinée, il n'y avait pas d'État, ça me fait rigoler. Parce que c'est quoi un État en fait? Un État qui était là devrait normalement non seulement être une continuité. Avec celui qui était là, on a eu quand même, c'est avec lui, on a eu ce qu'on appelle le multipartisme et tout. Il y a eu la libération des ondes et tout cela. La liberté d'expression, il avait naturellement ce côté aussi négatif parce que moi, je suis aussi une victime de son régime. J'ai fait la prison, j'ai fait 4 mois, je suis sortie et tout cela. On a été victime d'abus en prison. Mais malgré tout cela, franchement, en regardant la Guinée d'avant et de maintenant, quand je compare, je préfère la Guinée de Lansana Conté malgré ce que j'ai subi que la Guinée de maintenant. Parce qu'avant, en tant que Guinéen, on pouvait être ensemble sans essayer de regarder, disons, d'où tu viens, t'es malinqué, t'es sous-sous, c'est-à-dire l'ethnocentrisme. Moi, je ne l'ai pas vécu autant de Conté, même si peut-être il y avait quelques extrêmes et tout, c'est vrai, mais en gros, on n'avait pas cela, on ne vivait pas ça au quotidien. Conté avait reçu quand même à fédérer les Guinéens, c'est-à-dire à les rassembler derrière un idéal qui était là, c'est-à-dire la Guinée pour tout le monde. Il y a eu des cadres, Soussou, Malinké, Peul, chacun a profité de l'État guinéen. Tous les gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, si tu vois, on parle d'eux, c'est parce qu'il y a eu un Lansana Conté qui a été très large dans son choix, qui a voulu quand même que chaque Guinéen, il le disait souvent, lui il n'est pas allé à l'école, c'est un militaire de profession, donc il donnait la chance au cadre guinéen, à l'élite guinéenne de gérer ce pays. Malheureusement, et voilà le résultat que nous avons, c'est parce qu'effectivement, il a laissé la chance, il leur a donné l'opportunité de gérer la Guinée. C'est pourquoi on se retrouve avec cette même merde aujourd'hui. Comme ça, je vais qualifier parce que c'est les mêmes gens qui l'ont induit dans l'erreur quelque part, qui se retrouvent aujourd'hui et dans l'opposition et dans le gouvernement actuel. Et c'est ce qui rend la situation de ce pays très complexe et très compliquée. Et bref, il a sauvé aussi la Guinée. N'oublions pas cela. D'une guerre, on a été attaqué en 2000-2003 par des rebelles. Et ça, il faut en parler. Et grâce à lui, on n'a pas été, comment ça s'appelle, victime des guerres qu'on a connues dans la sous-région, comme en Sierra Leone et comme au Libéria. Et en ce moment, je travaillais en 2000-2003, je travaillais pour l'Institut de recherche des causes et des guerres et des conflits dans le monde. J'ai travaillé sur le cas de la Guinée. On était franchement très fiers de voir comment l'armée guinéenne a pu repousser les rebelles qui sont venus non seulement de la Sierra Leone et puis du Libéria voisin pour essayer de déstabiliser complètement la Guinée. Et grâce à lui aussi, n'oublions pas, il y a eu pratiquement la stabilité politique en Sierra Leone. On a mis fin à la guerre en Sierra Leone. Il s'est beaucoup investi à ce qu'il y ait la paix dans la sous-région et en Guinée-Bissau et au Libéria. On le sait, grâce à lui, Shelté a quitté le Libéria. Il y a eu la paix qui est revenue là-bas. Donc, quelque part, c'était un homme de paix, malgré, franchement, les bavures, quelque part, à l'interne et tout. Mais il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour ce pays. Il a beaucoup fait pour qu'il y ait la stabilité politique dans ce pays, même si après, l'économie, l'émergence a tardé. Et en plus, en son temps, moi, je suis le fruit de l'école guinéenne et tout. Le niveau des élèves était là. On le sait. Il y avait un très bon niveau. Nous avons de très bons enseignants. Et même si dans les universités encore il y avait des problèmes, il y avait des lacunes, mais ce n'est pas la même chose à ce que nous vivons actuellement. Donc du coup, ce monsieur-là, je le préfère à 1 million de fois à ce que je vis actuellement, ce que je vois actuellement franchement en Guinée. C'est déplorable, mais c'est ça malheureusement. Merci Chérif Baldé, politologue qui nous appelle de Hambourg.
profite de l'opportunité pour saluer tous ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent du côté de Berlin et qui nous envoient aussi des messages. Je vais donner la chance à ces autres auditeurs aussi connectés sur les ondes de la radio Basse-Côte de France, en commençant par Lansana Bangoura, le consultant économique, pourquoi pas M. Brahma Sorikone du Canada, mais aussi et surtout Fali Touré qui nous appelle de Londres. Je reviens sur le consultant économique Lansana Bangoura, 22h20 dans le studio. Je rappelle que le billet d'avion est toujours en cours, que vous pouvez gagner ce billet d'avion. Alors, M. Bangoura, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez très bien? M. Bangoura, est-ce que vous êtes là? Parfait. Monsieur Bangoura, Lansana Bangoura n'est pas encore là, n'est pas pour l'instant là. Nous allons donner la chance à ces autres auditeurs qui nous appellent du côté de Luxembourg. Luxembourg, madame, c'est madame Fanta Sissi. Est-ce que vous nous entendez, madame Fanta Sissi? Du côté de Luxembourg. Allô? Parfait. Madame Fanta Sissi n'est pas là, c'est un message. Nous allons voir comment ceux qui ont travaillé avec le général Lansana Conté, ceux qui l'ont côtoyé, parlent de lui. Ce message est de Selou d'Alain Diallo, le chef de file de l'opposition, qui dit que le général Lansana Conté était un homme d'État qui avait peur d'être injuste. Il voulait être juste, si bien que parfois il était lent. Il voulait s'assurer à tout moment que la décision qu'il prend n'est pas injuste et qu'elle est utile à la nation, au pays. Et il tenait beaucoup à l'unité. Et les ministres qui ont travaillé avec lui savent que ce n'est pas tout le temps qu'il demandait le niveau d'instruction, les diplômes et les CV des gens que tu proposes. Mais il souhaitait qu'il y ait l'équilibre ethnique et régional. Et il prenait toujours le temps de vérifier. Si le ministre ne lui a pas proposé que ses parents, c'était bien connu. Par exemple, si tu étais ministre, il acceptait rarement que le secrétaire général du ministère vienne de ta région. Il souhaitait toujours qu'il y ait un dosage pour que chacun se retrouve naturellement dans l'appareil qui avait le privilège de diriger. Voilà le message de Selou d'Alain Diallo, le chef de file de l'opposition, qui parle du général Lansana Conté. 22h22 dans le studio. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous écouter ce soir sur les ondes de la radio de la diaspora. Lansana Bangoura est revenu. Je vais lui donner la chance de se prononcer sur l'image qu'il a du général Lansana Conté avant de mettre fin à la émission. Monsieur Bangoura, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Camara, rebonsoir. Rebonsoir, je dis bonsoir à M. Yansani aussi qui nous suit dans cette partie. Je vais donner la chance à M. Yansani d'être aussi. Alors, M. Bangoura, quel rendez-vous du général Lansana? Allô, monsieur Camara, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais j'ai l'impression qu'il y a un écho avec vous, M. Lansana Bangoura. En tout cas, merci pour le travail technique que vous avez fait ce soir. Je vais partir du côté des États-Unis, je vais chercher M. Yansani. Je vous demande de vous reconnecter. Je vous donnerai la latitude de vous prononcer sur l'image que vous avez du général Lansana Conté. Nous allons partir du côté des États-Unis où je vais trouver M. Yansani. Lansana Bangoura, je vous laisse le temps de vous reconnecter pour que les auditeurs puissent bien vous écouter, puissent bien vous entendre. Merci en tout cas pour ce travail laborieux que vous faites du côté de l'équipe technique. Nous allons partir du côté des États-Unis. M. Yansani, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir, M. Camara. Bonsoir à vous, M. Yansani, fidèle auditeur de la radio de la diaspora qui nous écoute du côté des États-Unis. Merci d'être là sur les ondes de la radio Basse-Côte de France. Nous avions eu M. Sidia Touré dans la première partie du débat. Dans cette deuxième partie, 22h24 dans le studio, plus que 5 minutes pour mettre fin à cette émission. Quelle image avez-vous du général Lansana Conté à la veille du 10e anniversaire de sa disparition? Merci, M. Camara. Je dis bonsoir à vous et bonsoir aux fidèles auditeurs de la grande radio, la Basse-Côte internationale. Merci, M. Bangoura. Je suis un peu, je suis comme mon leader est passé sur la radio à mon absence. J'étais pris par le temps.
Mais je sais que il va bien donner, comment dire, ce qu'il faut aux auditeurs, parce que c'est un homme de compétence. Ça, j'ai confiance en lui. Maintenant, pour parler maintenant du général Lansana Conté, paix à son âme, que son âme propose en paix et que le bon Dieu lui donne le paradis. Je ne peux pas dire, par exemple, plus mieux que ce que Mme Baldé a dit. Vous venez de lire tout à l'heure ce que le chef de file de l'opposition a dit sur lui. Et d'ailleurs, en prenant l'exemple sur lui, d'ailleurs, sur la compétence, y compris le chef de file de l'opposition, personne ne peut nier aujourd'hui que c'est un cadre compétent. Donc, s'il dit que Lansana Conté choisissait les cadres compétents pour gérer la Guinée, il a parfaitement raison, parce que c'est le Dalen Diallo, nous ne parlons pas de la politique ici, mais dans la compétence, personne ne peut nier que c'est un bon cadre, et le général Lansana Conté auprès duquel il a servi a été aussi quelqu'un qui a été toujours bien dans sa gestion. On ne dit pas qu'il a été parfait, mais il a pu quand même gérer la Guinée comme il fallait, comme un bon leader devrait le faire. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, la gestion est tout à fait catastrophique. On a voulu défendre la démocratie en Guinée, mais aujourd'hui on se retrouve dans une anarchie totale. Parce qu'en réalité, moi je ne vois pas de quelle démocratie on parle ici en Guinée. Vous parlez sur les élections, à part des présidentielles, les communales, législatives, tout s'est organisé non seulement sur la base des tueries, des manifestations et sur des négociations. Selon pas ce que le temps et l'emploi du temps devraient donner. Donc, pratiquement, on peut pas, aucun Guinéen ne peut comparer le général Lansana Conté au régime actuel après 8 ans. Les autres ont parlé des écoles, et malgré qu'il était militaire, on disait qu'il n'était pas allé à l'école, mais il a pu quand même gérer. Est-ce que la Guinée est rentrée dans une situation pareille, ce qu'on voit aujourd'hui? Et vous vous rappelez non seulement du temps d'Ibola, ça a pris combien de temps aux Guinéens pour qu'ils partent à l'école? Et actuellement, aujourd'hui, impossible de discuter avec les enseignants afin qu'on puisse améliorer leurs conditions de vie. Tous les jours, c'est des manifestations de gauche à droite. Donc, et vraiment, comme les Guinéens, Dieu merci, si ce n'est pas cette politique, on ne se bat pas entre nous. C'est cette politique qui envoie souvent les problèmes entre nous, mais eux aussi, on a la patience. Donc, nous prions Dieu que après 2020, Alpha Condé n'a qu'à laisser la Guinée, il va partir et là au moins, il va rentrer peut-être dans une grande porte. Mais c'est hasardé encore, comme on le voit aujourd'hui avec marché dans 5 ans, la Guinée va devenir plus que tous les autres pays d'Afrique. Dans 5 ans, on ne veut même pas te voir. Après 2020, on veut le voir partir. Merci, M. Yansané. Nous parlons du général Lansana Conté. Le mois venu, nous parlerons du professeur Alpha Condé. En tout cas, merci. Merci pour cette belle analyse en parlant du général Lansana Conté. 22h28 dans le studio, paix à son âme, c'est le mot de M. Yansané. Je reviens vers Lansana Bangoura cette fois-ci, s'il m'entend, avant de mettre fin à cette édition de 22h29. Monsieur Bangoura, si vous êtes là, rebonsoir à vous. Quel souvenir, quelle image gardez-vous du général Lansana Conté à la veille du 10e anniversaire de sa disparition? Rebonsoir, Monsieur Camara. Écoutez, le général Lansana Conté, on a beaucoup de choses à dire sur lui. Moi, je pense que les intervenants précédents ont déjà fait un bon panorama sur le général Conté. Et donc, qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir de lui? C'est que d'abord,
Lansana Conté fut le père du multipartisme en Guinée. Et donc, c'est lui qui a favorisé l'avènement de la démocratie. Ça, c'est incontestable. Quoi qu'on dise, c'est le général Conté qui, aujourd'hui, en tout cas, qui a laissé cette belle, ce beau souvenir, en tout cas, cette belle œuvre pour nous autres générations. Le général Conté, il a été aussi un homme de paix. Bien que c'est un militaire aguerri, paysan, qui aimait la terre, Conté avait le souci du progrès économique et social de la Guinée. Il avait surtout l'intelligence de composer avec toutes les couches sociales du pays. Au temps de Conté, il n'y avait pas de différenciation, ce que je constatais en tout cas, même dans les nominations, on le remarquait. Donc Conté, c'est vrai, il n'avait pas étudié, tout n'a pas été rose dans sa gouvernance, dans son régime. M. Condé a rappelé le mauvais souvenir de 1985, donc dans un contexte aussi particulier, il faut l'avouer, parce que c'était un coup d'État. Donc on ne donne pas une justification évidente à la chose, mais le contexte était particulier. Malgré cela, je pense qu'on a tout mis en œuvre, en tout cas pour faire en sorte que la Guinée progresse, notamment le choix des cadres. C'est lui qui nous a fait connaître un certain Sidia Touré, notre invité de ce soir. C'est lui qui nous a fait connaître beaucoup de cadres guinéens, notamment les Silou Dalin, les docteurs Ousmane Kaba et tant d'autres. Donc, Conté était un homme brave, il faut le reconnaître, un homme brave qui avait la stratégie de faire en sorte que les Guinéens se regardent. Et ça, c'était un atout majeur. Donc Conté a participé de façon significative à l'amélioration, en tout cas, de l'éducation de notre pays, parce que, n'oubliez pas, moi-même, je suis aussi le fruit de ce régime Conté en termes éducationnels. Donc, nous devons beaucoup de choses à Lansana Conté. C'est vrai que, il a fait ce qu'il pouvait et les autres peuvent continuer. En tout cas, ce qui est sûr, on ne peut pas effacer dans la mémoire et dans l'histoire de notre pays les œuvres de Conté. Merci, je m'arrête là, Monsieur Camara. Merci, Monsieur Lansana Bangoura, 22h32 dans le studio. À ma qualité de moniteur de cette radio, je vais tantôt mettre un accent particulier sur le discours du 22 décembre, où le général Lansana Conté parlait du renforcement de l'unité nationale, un pays uni et un pouvoir efficace. Pour mieux atteindre ce objectif, disait-il, j'ai décidé de réformer en profondeur nos institutions. L'équilibre et la solidarité entre nos régions constituent la pierre angulaire de notre politique de développement. Personne ne doit être oublié dans le développement national. Notre unité en sera renforcée, disait le général Lansana Conté. Désormais, je souhaite parler aux Guinéens sans avoir à me référer ni à leur origine, ni à l'endroit où ils vivent. Tous tiennent la même place dans mes préoccupations. Tous ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Chacun peut participer à la place qui est la sienne et à sa manière à la reconstruction matérielle et morale de notre pays. À cette œuvre de reconstruction, le nouveau gouvernement va s'atteler avec une ardeur renouvelée. De nouvelles structures rendront le travail de chacun et de tous plus efficace. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour préserver et renforcer le climat de paix et d'unité. Aucun abus d'autorité, d'où qu'il vienne, ne sera être toléré. J'en appelle, disait-il, donc au sens de responsabilité et de patriotisme de chacun et de chacune de vous. Face à l'histoire, nous serons tous gouvernés et gouvernants d'aujourd'hui, comptables devant les générations futures. Ce programme sera donc poursuivi avec plus de rigueur, car nous sommes convaincus que les résultats positifs sont désormais à portée de main. Certes, des correctifs nécessaires doivent être apportés pour pallier les inconvénients majeurs, tels le manque d'emploi pour notre jeunesse et l'insuffisance des services de sécurité dans notre pays. J'ai confiance dans le peuple du 28 septembre 58 et du 3 avril 84.
puisse Dieu aider la Guinée. Voilà, chers auditeurs, 22h34 dans le studio, comment nous allons mettre fin à cette émission du jour, émission où nous avons eu l'honneur de recevoir Sidya Touré, ancien Premier ministre, président de l'UFR, mais aussi et surtout où des auditeurs que vous vous êtes prononcés sur l'image que vous avez du général Lansana Conté. La semaine prochaine, si Dieu le veut bien, nous tenterons avec la programmation de l'équipe de la radio Basse-Côte de France de joindre sans doute le chef de file de l'opposition, Monsieur Selou Dalin Diallo, pour répondre à vos milieux de questions. Encore une fois, merci pour tous les efforts que vous faites pour suivre la radio Basse-Côte de France depuis Libreville. Chers auditeurs, Madi Camara de la radio de la diaspora guinéenne, accompagné ce soir par Amami Sekoussouma, le doyen John Cissé et Lansana Bangoura. Merci à l'équipe technique. Ne mettons pas le feu. Eli Kamono parle de la Guinée. Le feu. Il y a le feu dans ma maison, le feu dans ma maison brûle. Il y a le feu dans ma maison, le feu dans ma maison brûle. Le pays brûle, la démocratie est malade. La Guinée brûle, non, non, son unité est malade. Une maison divisée ne peut tenir debout sans pour autant s'écrouler. Une maison divisée ne peut tenir debout sans pour autant s'écrouler. Le devoir historique nous appelle à plus de responsabilité. Quand le pays est divisé, sa jeunesse politisée, quand l'âme de la patrie est même sacrifiée au prix d'une haine égoïste par les fils de la Guinée. S'il y a le feu dans la maison, chacun de vous est responsable de cette situation. Si la démocratie est malade, c'est parce qu'ils nous ont raconté des salades. Alors venez, venez, patriotes, venez, il veut brûler le pays, venez, venez, patriotes, venez, il veut brûler la Guinée, venez, venez, patriotes, venez.